En 1996, l'équipe féminine de soccer du lycée de Wiskayok, surnommée les Yellow Jackets, embarque à bord d'un jet privé pour participer à un tournoi national. Mais l'avion s'écrase dans une région sauvage, isolée, glaciale. Les adultes ne survivent pas. Le coach meurt sur le coup. L'assistant, Ben Scott, a la jambe arrachée. Il survit, mais devient rapidement dépendant du groupe. Les adolescentes, livrées à elles-mêmes, doivent apprendre à survivre, sans technologie, sans secours, sans règles. Dès les premiers jours, les tensions émergent. Jackie, la capitaine charismatique, tente de maintenir l'ordre. Mais en pleine nature, son influence s'effondre. Celle qui brillait au lycée perd son pouvoir. En revanche, Misty, la souffre-douleur de l'équipe, révèle une compétence inattendue. Elle maîtrise les soins de base, le feu, les réflexes de survie. Soudain, on l'écoute. Se sentant enfin valorisée, Misty prend une décision extrême. Elle détruit l'émetteur de secours de l'avion, volontairement, pour ne pas être sauvée trop tôt, pour rester nécessaire, aimée. Peu à peu, le groupe découvre une cabane abandonnée. À l'intérieur, un squelette, des munitions, un fusil, ce lieu devient leur refuge, mais aussi, progressivement, leur sanctuaire, puis leur piège. Nathalie et Travis, le fils du coach décédé, s'initient à la chasse. C'est elle qui manie le fusil. Lui qui apprend à poser des pièges. Ensemble, ils assurent la survie et se rapprochent. Shona, la meilleure amie de Jackie, cache un lourd secret. Elle est enceinte. Le père de l'enfant, Jeff. Le petit ami de Jackie. Elle garde le silence, rongée par la honte. Van et Tessa entament une relation amoureuse. Mais lors d'une expédition, Van est attaquée par une meute de loups. Elle survit, défigurée. Le groupe découvre un vieil avion. L'Oralie, très croyant, les tente de le faire décoller pour trouver du secours. L'avion explose en plein vol. Elle meurt, et avec elle, l'espoir d'être sauvée. Misty développe une obsession maladive pour Ben. Elle le nourrit, le surveille. Il la repousse. Elle lui ment, le manipule. Quand elle tente de l'empoisonner pour le forcer à rester vulnérable, c'est le groupe entier qui ingère les champignons hallucinogènes. La nuit qui suit est chaotique. Sous l'effet des drogues, les filles se transforment. Elles dansent, rient, puis basculent dans une transe. Elles pourchassent Travis comme une proie. Misty l'attache. Shona approche avec une lame. Lottie donne des ordres. L'animal devient culte. Le sexe devient chasse. Nathalie intervient à temps. Elle libère Travis. Mais ce moment marque un tournant. Quelque chose s'est libéré. Et personne ne l'a vraiment refermé. 25 ans ont passé. Shona est désormais mère au foyer. Mariée à Jeff, mère d'une adolescente, Callie. Sa vie est banale, en surface. Tessa est candidate au Sénat de l'État du New Jersey. Mais derrière son image publique, elle lutte contre de mystérieux épisodes de somnambulisme. Elle retrouve des objets déplacés, des symboles gravés, et son fils, Sammy, affirme qu'il voit une femme dans l'arbre la nuit. Nathalie sort d'une cure de désintoxication. Traumatisée, cynique, toujours hantée. Elle n'a jamais pardonné. Misty est aide-soignante, toujours aussi enjouée, toujours aussi dangereuse. Quand une journaliste commence à poser des questions sur leur passé, Misty la kidnappe. Elle la séquestre, avec le sourire. Un événement bouleverse leur routine. Travis est retrouvé mort, officiellement un suicide. Mais Nathalie n'y croit pas. Les marques autour du corps ressemblent à un rituel. Le symbole de la forêt est là, encore. Les anciennes coéquipières reçoivent toutes une carte postale. Le même motif que dans les bois. Quelqu'un sait, quelqu'un les menace. Shona, de son côté, entame une liaison avec un jeune homme, Adam. Il est mystérieux, attentionné. Mais elle découvre chez lui un livre sur le crash de leur avion. Paniquée, elle le tue. Elle le poignarde, convaincue qu'il la faisait chanter. Plus tard, elle découvre la vérité. Adam n'était qu'un type normal. Le vrai maître chanteur, c'était Jeff, son propre mari. Endetté, dépassé, désespéré. Il avait juste voulu trouver de l'argent. Shona a tué un innocent. L'hiver est rude. La nourriture manque. Le désespoir s'installe.
Jackie, isolée après une dispute avec Shona, décide de dormir dehors. Elle meurt dans la nuit. Son corps gèle, recroquevillé dans la neige. La tension explose. Shona est effondrée. Elle voit Jackie en rêve. Elle lui parle. Elle croit à un dernier lien. Mais la faim devient insupportable. Un matin, le feu allumé pour rendre hommage à Jackie cuit son cadavre. Shona croit que Jackie l'invite à la manger. Le groupe hésite, puis cède. Une à une, elles franchissent la ligne. Le cannibalisme commence. Lottie, de son côté, prend de plus en plus d'importance. Elle guide, elle interprète les signes, elle prédit des événements, elle dit entendre la forêt. Et la forêt semble lui répondre. Elle tue un ours, d'un seul coup. Elle sort son cœur et le dépose sur un autel. Misty et Van deviennent ses fidèles. Lottie devient la reine au bois de cerf. Les visions se multiplient, le culte se forme. Alors que Misty cherche Nathalie, elle fait la rencontre de Walter, un détective amateur, riche, étrange, méticuleux. Il l'aide à retrouver Nathalie qui a été enlevée par une mystérieuse communauté. Cette communauté est dirigée par Lottie, toujours vivante, toujours croyante. Elle a créé une sorte de centre de bien-être. Mais sous les méditations se cachent les mêmes rituels, les mêmes symboles, les mêmes croyances. Nathalie reste, elle enquête, elle se lie à une femme appelée Lisa, une ancienne suicidaire, douce, troublée, loyale. Nathalie tente de comprendre ce que Lottie veut et ce qu'elle croit. Selon Lottie, elles ont ramené quelque chose de la forêt, une présence, une force, une entité. Et cette entité veut un sacrifice. Shona accouche, mais le bébé meurt à la naissance. Elle perd pied, elle entend encore ses pleurs. Les autres la regardent avec méfiance. Misty est tenue pour responsable. Shona la frappe, Lottie s'interpose, encore. Lottie demande à mourir. Elle veut se sacrifier. Les autres refusent. Alors elles tirent à la carte, une tradition naît. Le sort désignera la victime, la proie. Nathalie tire la mauvaise carte. Elle s'enfuit, Travis l'aide, Javi aussi. Mais Javi tombe dans un lac gelé. Nathalie tente de le sauver. Misty l'empêche. Javi meurt. Le groupe le mange. Coach Ben découvre l'endroit où Javi se cachait. Une grotte, isolée, calme, préservée. Il veut s'y réfugier, mais Nathalie refuse de le suivre. Alors Ben prend une décision radicale. Il brûle la cabane, leur abri, leur dernière frontière avec la civilisation. Lottie propose une nouvelle offrande. Encore une fois, elle tire les cartes. Nathalie perd. Mais Lisa intervient, armée. Misty croit qu'elle va tirer. Elle se jette. Elle plante l'aiguille. Mais elle touche Nathalie. Par erreur, Nathalie meurt. Elle sacrifie sa vie pour Lisa. Pour la paix. Pour l'expiation. Lottie, emmenée en ambulance, sourit. La forêt est satisfaite. Pendant ce temps, Shona est confrontée par la police. Jeff tente de se dénoncer pour la protéger. Walter intervient. Il empoisonne un détective, manipule les preuves et efface les traces. Il couvre Misty. Il couvre tout le monde. Tessa, hantée par son double, retrouve Van. Elle découvre que Van est condamné. Elle n'a plus que quelques mois. Ensemble, elles tentent de faire la paix. Avec le passé, avec elle-même. Tessa, désormais sénatrice élue, semble accomplie. Mais son passé la rattrape. Sa femme Simone découvre un hôtel secret dans leur sous-sol, un sanctuaire sinistre. Leur chien, Biscuit, y est sacrifié. Un symbole gravé dans le sol et sur l'autel, une offrande sanglante, Tessa nie. Mais c'est son autre elle, son double nocturne qui agit. Elle est somnambule, elle vit une double vie, elle ne s'en souvient pas. Simone menace de tout révéler. Tessa perd pied. Un jour, après une hallucination, elle provoque un accident de voiture. Simone est blessée. Tessa l'abandonne à l'hôpital et part retrouver Van, celle qu'elle aimait, celle qui l'a toujours comprise. Van accepte de l'aider, bien qu'elle soit atteinte d'un cancer en phase terminale. En parallèle, Callie, la fille de Shona, découvre peu à peu les secrets de sa mère. Elle joue avec la police, elle ment, elle protège sa famille. Mais elle comprend que l'innocence est derrière elle. Walter, lui, entre totalement dans le jeu. Millionnaire excentrique, il efface les preuves, il tue un flic. Il fait accuser un autre, il couvre Misty.
Il la protège, parce qu'il l'admire, parce qu'il la comprend. Deux âmes tordues, un miroir. Alors que les 5 survivantes sont réunies dans le camp de Lottie, les tensions montent. Certaines veulent enfermer Lottie, d'autres la protéger. La chasse est relancée. Le tirage des cartes recommence. Mais cette fois, ce n'est plus un jeu. Nathalie perd et meurt. Ce n'est pas un sacrifice volontaire. Ce n'est pas une punition. C'est une tragédie, une erreur. Misty l'a tuée, par accident, par réflexe, pour la protéger. Mais Lottie, dans sa logique mystique, y voit un signe. Elle croit que la forêt a été entendue, que Nathalie était l'élue, le prix à payer, et que maintenant, elles sont libres. Mais sont-elles vraiment libres? Dans Yellow Jackets, il n'y a pas de monstre surnaturel visible. Il n'y a pas de démon qui surgit des bois. Le vrai monstre est intérieur, c'est la peur, la faim, la culpabilité, le besoin d'être aimé, la douleur de la trahison, le prix du silence. Les adolescentes des années 90 ne sont pas juste des survivantes. Elles sont devenues autre chose, des croyantes, des complices, des meurtrières. Et 25 ans plus tard, elles ne sont pas guéries, elles sont hantées, habitées. Certaines croient encore, d'autres veulent oublier. Mais aucune n'a réellement quitté la forêt. Et toi, si tu avais faim, si tu étais seul, si tu devais survivre, jusqu'où irais-tu?